Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de CEO Enlightenment, le podcast où nous explorons ce qui rend nos décideurs et experts exceptionnels. Chaque épisode présente des CEO, des spécialistes et des personnes profondément connectées qui partagent comment leur connexion profonde et un état d'esprit unique influencent la performance de leur entreprise. Je suis Hafeda Aknour, je suis experte en leadership et en développement profond. Et après une longue expérience dans le secteur bancaire et financier, je mets aujourd'hui mon expertise au service de l'accompagnement des dirigeants. Si vous vous dites qu'il y a plus que de la compétence et de l'expertise chez nos décideurs et qu'ils ne sont jamais là par hasard, alors vous êtes au bon endroit. Consultante en stratégie, elle a fondé Kea Africa en 2012, filiale de Kea Partners, où elle a occupé pendant 10 ans le poste de Managing Partner. En parallèle, Soraya, CEO et cofondatrice de The Game Changer Company, spécialisée dans la gamification d'entreprises, les événements de team building, les serious games et les initiatives de responsabilité sociale en entreprise. Elle a notamment travaillé sur la gamification du pavillon marocain de l'Expo Dubaï 2020 qui a attiré 60 000 participants. Soraya est diplômée de l'ESCP Europe, titulaire d'un MBA de l'Indian Institute of Management Kozhikode et elle est également formatrice en méditation Heartfulness depuis 2010 et présidente de l'association EVH dédiée au co-développement des dirigeants en toute conscience. Soraya, bonjour. Bonjour Hafeda, merci pour l'invitation. Et merci infiniment d'être là avec nous aujourd'hui. Soraya, si tu devais te définir en 3 phrases, ou en 3 événements, ou en 3 situations, depuis le début de ta carrière, ça serait quoi ? Je dirais entrepreneur. C'est ce qui vient le plus facilement à l'esprit parce que c'est ce qui a occupé une bonne partie de ma carrière. Mais entrepreneur passionné par le fait de créer des choses nouvelles. Deuxième chose, c'est peut-être, je pense, chercheuse en spiritualité. C'est peut-être un grand mot, mais je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours animée, le fait de... Je me suis plus projetée sur ce que je pouvais être que ce que je pouvais avoir ou faire. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième, c'est plutôt, je dirais, bonne vivante dans le présent. Parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc... Et on m'appelle Doris. Et du coup, ça fait que je suis bizarrement quelqu'un qui arrive pas à... Enfin, qui vit pas du tout dans ce que j'ai fait par le passé, mais vraiment ce que je suis en train de faire maintenant et ce que je suis en train de vivre maintenant. Voilà. Bon, bah, c'est magnifique. Donc, tu as lancé le cabinet Kea Africa très, très jeune. Et j'imagine que ça a dû être un gros challenge. Comment s'est passée cette expérience ? Qu'est-ce qui t'a animé pendant ce moment-là ? Comment ça s'est fait ? Comment tu as décidé de le faire ? Parce que tu étais à Paris, tu étais dans un super cabinet, ça se passait très bien. Donc, qu'est-ce qui a fait que ce retour au Maroc, ce besoin de créer quelque chose au Maroc et cette... chance de commencer justement l'entrepreneuriat si jeune ? Alors, il n'y a eu aucune préméditation. Donc, dans la manière dont ça s'est fait, ça s'est juste fait et je me suis un peu laissée porter. En fait, moi, j'avais commencé, sortie d'école, j'ai rejoint Kea, un cabinet que j'ai tout de suite adoré et j'ai fité avec les valeurs. Donc, j'ai travaillé chez Kea pendant 3 ans. Mais en parallèle, j'étais aussi animée par autre chose. Donc là, chez Kea, j'étais consultante en stratégie, très passionnante d'un point de vue intellectuel, c'est sûr. Mais j'avais une autre passion qui était plus
liées à l'évolution un peu des consciences, l'évolution de l'humanité. Et je me suis intéressée à un projet d'éco-village en France. Donc, j'avais décidé de quitter Kea pour monter ce projet d'éco-village avec un groupe de personnes. Donc, ça faisait 1 an qu'on y réfléchissait, qu'on travaillait dessus. Le jour où j'ai déposé ma démission, au bout d'1 semaine, le projet est tombé à l'eau. Donc, quand j'avais déposé ma démission chez Kea, ils ont bien compris que c'était... Enfin, je leur ai parlé du projet, donc ils m'ont dit bon courage, mais t'inquiète, mais si jamais il se passe quelque chose, tu sais que tu peux revenir. Donc, quelque part, je suis partie, mais en étant un peu rassurée. Et quand je me suis retrouvée 1 semaine plus tard, après ma démission, il n'y a rien, il n'y a plus de projet. Et là, ce qui était étonnant, c'est que mes parents me disaient mais reviens chez Kea. J'avais pas encore, j'attendais ma nationalité, donc ils me disaient mais non, c'était compliqué à ce moment-là, c'était 2010. Oui, 2010. Il y avait un contexte particulier en France qui faisait que tu pouvais pas, j'étais encore avec une carte séjour, ne pas avoir de boulot, c'était compliqué. Et au fond de moi, je savais que c'était la raison apparente pour laquelle j'avais démissionné n'était plus là, mais qu'il y avait autre chose. Je leur ai dit mais je veux prendre un peu plus de temps, c'est ok. Donc je l'ai pas dit à Kea que le truc est tombé à l'eau. Je me suis dit je vais partir quelque temps en voyage. Donc je me suis pris premier voyage, ça a été retour vers le Maroc. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas rentrée. Et donc j'ai redécouvert le Maroc. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents et j'ai retrouvé une espèce de vibe, une dynamique avec un regard de jeune adulte en fait, qui était hyper intéressante. Et ensuite, je suis partie en Inde. Donc, je suis partie en Inde pour de la méditation et je sentais que j'avais quelque chose à retrouver et à creuser. Et de retour, donc c'est là où j'étais formée pour devenir formatrice en méditation. De retour d'Inde, 3 ou 4 mois plus tard, j'ai mon ancienne manager de Kea qui m'appelle et me dit alors comment ça se passe. Donc forcément, je lui dis voilà, le projet est tombé à l'eau. Mais en ce moment, je suis au Maroc et j'ai envie de voir un peu ce qui se passe au Maroc. Donc j'ai commencé pour la première fois à m'intéresser à des opportunités entrepreneuriales. J'avais l'impression qu'il y avait tout à faire. Par rapport à la France, en tout cas 2010, je voyais des opportunités partout. Donc forcément, j'ai commencé à creuser plein de business plans, à me dire tiens, on peut faire ça, on peut faire ça. Et puis elle m'a dit écoute, de toute façon, dès que tu viens en France, parce que j'allais y retourner forcément, elle m'a dit passe nous voir. Donc je passe à peu près 1 mois et demi au Maroc à réfléchir à de l'entrepreneuriat. Et puis je pars en France, je les appelle et je déjeune avec elle, je lui raconte un peu et tout. Elle me dit le conseil, comment ça se passe au Maroc? Je dis tu sais, c'est tout récent, depuis peu, il y a McKinsey, BCG, il y a tous les gros qui sont installés, ça commence à énormément bouger, je pense que c'est intéressant. Et donc elle me dit est-ce que tu penses que ça peut être intéressant pour Kea? Je lui dis franchement, vu le style de conseil, ce style-là on l'a pas encore en Maroc, ça peut être vraiment intéressant. Donc elle me dit écoute, est-ce que tu peux creuser? Je rentre au Maroc, encore 3 semaines, je creuse, je m'intéresse pour le coup vraiment au conseil, j'y retourne. Cette fois-ci, je m'y attendais pas. En fait, c'était un meeting avec les partenaires fondateurs de Kea. Donc, je leur raconte un peu le Maroc et tout. Enfin, j'étais un peu impressionnée, mais voilà, je leur raconte le conseil au Maroc. Et là, ce qui s'est passé était dingue. Ils m'ont dit, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu proposes? Donc là, moi, j'ai 28 ans. Qu'est-ce que je vais leur proposer? Je leur dis, je vous propose de faire une petite mission de prospection pendant quelques mois, essayer de trouver des contacts, des deals, et on voit si ça prend. Et là, le fondateur, un homme extraordinaire que j'apprécie énormément, qui s'appelle Hervé Lefebvre, là, il me regarde dans les yeux et il me dit écoute, nous, une mission de prospection, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, un peu une douche froide. Et juste après, il enchaîne, il me dit par contre, si tu veux monter le cabinet là-bas, on est avec toi. Donc, j'ai eu 2 secondes pour réfléchir. Donc, pour te dire, j'ai pas réfléchi. J'ai juste dit ok. Sortant de là, donc voilà, c'était bien. Sortant de là, je me suis dit, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Non, attends, il a dit autre chose. Il a dit, mais par contre, ça veut dire que tu dois rentrer, t'installer au Maroc. Ce que j'avais pas forcément prévu.
pour moi, j'allais encore passer quelques temps en France avant de rentrer. Et où j'allais rester entre les deux. Enfin voilà, j'imaginais les choses comme ça. Donc je lui dis ok. Donc je rentre, je sors de là, je me dis bon, d'accord, je dois monter le cabinet. Ça veut dire qu'on va monter le cabinet. Être consultant n'a rien à voir. J'ai jamais fait de bizdev de ma vie. Je pensais même pas avoir l'âme d'une développeuse ou d'une commerciale. Et là, en fait, ce qui était vraiment important, parce que tu as les doubles voix là, dans la tête. Donc, j'avais forcément ma voix, de ma personnalité qui disait « mais t'as pas la compétence, t'es trop jeune, tu connais personne ». Parce que moi, je viens d'une famille de fonctionnaires, pas du tout dans le monde des affaires. J'avais aucun contact dans ce monde-là. Je viens de Rabat, rien à voir avec Casa, donc je sais rien. Vraiment, je sais rien. Et j'ai pas un premier bout d'entrée. Et la deuxième chose, c'est quelle crédibilité je vais avoir devant des dirigeants, parce que c'est ça mes clients, les clients du cabinet de conseil, c'est qu'il faut aller pitcher des DG. Donc, ok, je vais aller pitcher des DG, comment je vais faire ça? Et donc, tu as cette espèce de syndrome de l'imposteur qui gonflait dans ma tête. Et puis, l'autre chose qui m'a animée, c'est que ce sens, depuis le début, quand j'ai quitté Kea, le projet d'Éco-Village est tombé à l'eau, mais je sentais au fond de moi qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Et cette espèce d'enchaînement qu'il y a eu, je me suis dit, il y a quelque chose. Donc, soit je me laisse prendre un peu dans les filets de ma personnalité, ce dont je crois que je suis capable, etc. Et là, c'est mort. Même pas la peine d'aller plus loin. Soit je me dis, c'est pas moi qui vais faire. Je suis en train d'être portée par quelque chose. Il faut que je fasse confiance. Je dois faire confiance au gars qui a 60 balais, a une expérience de dingue derrière lui. Il n'était pas tout seul. Ils étaient 4 cofondateurs autour de la table. Ils m'ont fait confiance. Si eux, ils m'ont fait confiance, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis, le deuxième truc, c'est que, même quand ce que je t'ai pas dit, c'est que, en fait, quand je suis allée en Inde et j'ai été formée préceptrice, donc auprès d'un grand maître spirituel, il m'a demandé de lui parler du Maroc. On a longtemps discuté. Et je lui dis, mais moi, je suis pas au Maroc. Il me dit, mais tu apporteras cette méditation au Maroc. Je lui dis, mais je suis pas au Maroc, je suis installée en France. Il me dit, c'est pas important. et donc, quelques mois après, même pas 3-4 mois après, je me retrouve avec une opportunité où j'allais rentrer au Maroc. Enfin, tout ça, c'était une espèce... C'était trop gros pour être de la coïncidence, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, il y a de la synchronicité, fais confiance et suis. Et voilà. Donc après, c'est parti tout seul. Tout s'est enchaîné. Mais vu que le challenge était énorme, j'étais obligée de rester dans une espèce d'alignement énorme. Oui, bah justement. Sur ce côté, et la foi, c'est pas toi. Il y a une puissance, l'aide Radiji. Il y a une puissance au-delà. Tu sais pas, c'est pas toi qui as décidé, mais vas-y, fais confiance. Et les choses se faisaient. Et le Biban كانوا يتحلوا de manière assez extraordinaire. Mais c'était challengeant, c'était difficile. Parce que je devais tout le temps être en lutte contre moi-même, les incertitudes, les doutes. Et dès que la bouée à laquelle il fallait que je me raccroche, non, il y a quelque chose de plus grand et c'est à ça que je dois m'accrocher. C'est pas moi, c'est autre chose. Exactement. Bah, c'est justement le grand enseignement dans l'entrepreneuriat ou en tout cas dans la direction même des affaires. C'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a cette petite action qui est à la main du dirigeant ou à la main de l'entrepreneur et puis tout le reste suit par la suite. Et très souvent, les gens ils disent je ne sais même pas comment c'est arrivé. J'ai juste fait confiance ou en tout cas je me suis juste laissé porter et tout s'est enchaîné. Donc c'est extraordinaire et s'il y a quelque chose vraiment à retenir, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se lancer, il faut mettre en avant cette première action ou ces 2 premières actions et puis faire confiance et se laisser... écoute, ça m'emmène à une autre question dans le même style quelque part. C'est-à-dire qu'une fois que tu as lancé le cabinet, il a fallu gérer des gens. Au-delà de gérer des relations justement ou d'aller pitcher des dirigeants, il a fallu recruter des personnes. Aujourd'hui, le cabinet, il est assez gros, il est assez imposant au Maroc et tu l'as initié. C'était comment ? C'était quoi tes critères de choix ? Est-ce que cette notion de feeling, cette notion de pouvoir d'intuition quelque part était plus présente
que des CV ou des compétences, ou est-ce qu'il y avait les deux? Comment ça s'est passé? Alors, la manière dont ça s'est passé dans le conseil est un peu différente de la manière dont ça se passe pour moi aujourd'hui. Mhm. En tout cas, dans le conseil, c'est clair. Il y a cette notion de CV qui est un peu le prérequis. Donc, une fois que le CV correspondait, moi, personnellement, ce qui faisait que je choisissais vraiment les personnes, c'est clairement le fit. C'est vraiment un feeling. Je ne sais pas mener des entretiens jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est plus une discussion et je vois ce que je sens. Et pour moi, autre chose qui est importante, c'est que j'ai la conviction, c'est que je me dis, c'est pas moi qui suis en train de sonder la personne. Certes, je suis en train d'essayer de voir si la personne va correspondre, mais pour moi, c'est tout aussi important que la personne en face de moi aussi sente est-ce qu'on lui correspond ou pas. Parce que si pour les deux, ça fit, ça va super bien marcher. Si elle aussi, elle a quelque part, je me dis, c'est un super profil pour nous, mais elle le sent pas, et quand même, elle accepte le job, là, ça va pas bien se passer. Exactement. Donc, du coup, je me dis, pour que ce soit comme ça, il faut que ce soit le plus transparent possible. Donc, je parle de tout, je lui dis les choses telles quelles. Enfin, voilà, après, je me dis, il accepte, mais je préfère qu'elle juge elle-même de manière très... qu'elle ait toutes les clés pour aussi prendre sa décision et avoir son propre feeling. Donc, le feeling est hyper important et les valeurs sont hyper importantes. Je sais pas si je saurais manager en toutes circonstances, vraiment tout type de personnes. Aujourd'hui, j'ai du mal à... Je sais pas comment gérer quand il y a des personnes qui ont des valeurs qui sont pas des valeurs saines. J'ai vraiment du mal et je sais que ça a souvent fini par... On a dû se séparer de ces personnes-là. Quand je dis valeurs pas saines, c'est le khubd, c'est le haqd, c'est des gens qui s'aiment la zizanie entre les uns et les autres, ce genre de choses. Ça, pour moi, je ne sais pas. Aucune compétence pour les gérer, pour les manager. Pour être honnête. Du coup, je me dis, quand tu as les personnes qui ont vraiment des bonnes valeurs, qui sont humainement saines, tout est gérable. Tout à fait. Tout est manageable. Magnifique. Soraya, dans ton quotidien de patronne d'entreprise et gérante de je ne sais pas combien de personnes, comment ça se passe? C'est-à-dire, comment tu te centres? Comment tu arrives à mener tout ça de front au quotidien? Bien sûr en gérant aussi des enfants, un foyer, un mari, et aussi prendre soin de toi et rester connecté, entre parenthèses, parce que tu fais quand même beaucoup de choses plus que le travail. Tu es la présidente de l'association EVH, avec plein de dirigeants autour. Tu fais toi-même, tu guides toi-même des méditations. Donc tout ça, comment il s'imbrique? Comment tu arrives à le mener de front au quotidien? Qu'est-ce qui te donne cette force, en fait? Pourquoi faire tout ça? Pour moi, c'est plus parce que tous ces aspects-là, que ce soit ma vie entrepreneuriale ou l'engagement aussi par rapport aux gens avec qui je travaille, ou que ce soit des clients ou que ce soit mes collaborateurs, ma famille et puis mon engagement associatif qui est particulier vraiment entre la méditation et le co-développement de dirigeants, mais les deux sont liés. Pour moi, tout ça, ça touche à des choses qui sont très essentielles. Donc, je peux difficilement sacrifier l'un par rapport à l'autre. Par contre, à une époque, j'essayais de tout mener de front d'un coup. Et j'étais épuisée et je culpabilisais beaucoup parce que forcément, y a plein de choses que je faisais pas comme je pensais qu'il fallait que je les fasse. Et puis, j'ai eu un mentor qui est aussi médite depuis très longtemps, qui est un entrepreneur très successful et quelqu'un d'une humanité extraordinaire, que vraiment j'apprécie énormément. Et donc, qui a une famille, des enfants 3 enfants. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment tu arrives à équilibrer? Il m'a dit, je cherche pas à équilibrer.
Il m'a dit, à un instant T, avoir tout dans un point d'équilibre, c'est-à-dire je donne la bonne dose à chacun au même moment, il m'a dit, c'est impossible. Par contre, donc il me dit, forcément, à un moment donné, c'est plus la famille qui aura besoin de toi. À un moment donné, c'est plus le travail qui aura besoin de toi. À un moment donné, c'est plus ton engagement associatif qui aura besoin de toi. Et à un moment donné, c'est plus toi-même qui aura besoin de toi. Et il me disait, le truc, c'est juste de rester suffisamment ajusté pour sentir qu'est-ce qui a besoin de toi. Et ne pas culpabiliser. Le reste suivra. C'est plus en espérance que les choses vont... L'équilibre, il n'est pas à un instant T. L'équilibre, il est en espérance. Là où le déséquilibre devient nocif, pour moi, pour mon entourage, pour mon entreprise, c'est quand une partie تاخدني بزاف تمشي فيها et elle m'aspire et du coup le reste en souffre beaucoup trop longtemps. Donc elle a dit la première chose. La deuxième chose et qui est fondamentale, c'est l'engagement entrepreneurial, enfin tous les autres engagements, même dans la famille et tout, pour que ça demande beaucoup d'énergie. Donc je sais qu'à chaque fois, et j'ai eu plein de périodes comme ça, et je continue à en avoir, les périodes où je donne cette énergie-là, mais je ne m'occupe pas de me ressourcer en même temps, j'arrive à un moment où ça y est, je suis au bout et j'y arrive plus, et l'alignement n'est plus là, l'intuition n'est plus là, parce qu'il y a trop de charge mentale, parce que il y a le poids de trop de choses. Donc là, pour moi, ce qui est important, c'est de ne garder le rituel de me ressourcer. Pour moi, c'est la méditation, clairement. J'ai un autre rituel où, donc là, c'est la méditation au quotidien. Donc, c'est vraiment le moment où je me recentre. Et le fait de me recentrer sur l'essentiel, je me reconnecte aussi à cette dimension intérieure qui est toute puissante. Et c'est là où j'ai besoin de puiser ma force. Quand je l'oublie, quand je ne me connecte pas, ça y est, j'ai été prise dans le boulot et pendant 2 semaines, je n'ai pas médité. Alors, je me sens d'une lourdeur incroyable. Ça y est, j'y vois plus clair. Alors que dès que j'ai eu cette routine, quand j'ai cette routine de méditation, c'est un jour à la fois. J'y vois plus clair. Je suis moins prise dans les émotions. Quand il y a un problème à résoudre, je suis moins dans l'instantanéité. Ça y est, ok, c'est là. Et la solution, elle vient au moment juste. Il y a une espèce d'alignement intérieur qui génère de l'alignement extérieur. Et les choses se font alors qu'il y a trop de choses. Mais en fait, non. Ça se fait quand même dans une espèce d'ordre, mais naturel. Il y a une espèce de flow parce que je suis alignée intérieurement. Mais malheureusement, j'y arrive pas tout le temps parce que souvent... Mais quand tu y arrives, c'est à quel moment de la journée, combien de temps voilà, est-ce que ça peut être 10 minutes ou est-ce que ça a besoin d'être, je sais pas, 1 heure Écoute, le plus important, enfin, il y a différentes conditions qui font que cet alignement-là marche et peut durer plus dans le temps. La première, c'est l'intention. C'est-à-dire, si je ferme les yeux et je mets une intention hyper sincère, une espèce vraiment de cri du cœur de j'ai besoin de me connecter à toi. Quand je parle à toi, je parle au divin en moi, à mon maître intérieur, à mon cœur. Quand ce cri est sincère et il y a cette vraie aspiration, ça se fait tout de suite. Et ça peut durer 1 minute. Et c'est suffisant. Après, plus je me laisse du temps dans cette connexion-là, je m'imprègne. Et c'est aussi une question vibratoire. C'est une partie de notre conscience qui a un niveau vibratoire qui est différent. Donc plus je suis en contact avec ce niveau de conscience-là, plus ça imprègne tout mon être et la conscience avec laquelle je vais aller, entre guillemets, vivre ma vie, aller au boulot, etc. Donc la durée est importante aussi. Et la troisième chose, c'est la régularité. C'est-à-dire le fait de faire un rituel, mais il faut que ça reste un rituel plein de sens, il ne faut pas que ça devienne mécanique, mais plus c'est quotidien, plus tout mon être, mon mental, tout mon être apprend que avant de commencer la journée, je me connecte. Et quand je me connecte, je mets aussi cette intention que je puisse, le reste de ma journée, la vivre à travers le cœur, à travers cette conscience-là. C'est subtil, c'est pas quelque chose qu'il faut forcer. Donc ça, c'est le matin. Ça donne un peu le ton, ça ancre la journée dans une certaine vibration. Ensuite, il y a les rappels dans la journée. C'est le fait de se dire, tu vois, par exemple, nous, avant de commencer
cette entrevue, j'ai mis l'intention que cette entrevue-là, elle va se faire de cœur à cœur, que je me connectais à ton cœur, à travers mon cœur. Et quand je dis nos cœurs, c'est ce qui est connecté à la source, et que ce qu'on va se dire va pouvoir toucher d'autres cœurs. C'est juste une intention. Et moi, j'y crois. Après, il faut de la foi. Enfin, Oui. moi, j'y crois, je sais que ça marche. Et du coup, les rappels au quotidien, là, je t'ai donné cet exemple, c'est la même chose. Quand tu rentres dans une réunion qui va être difficile, ça, je l'ai vraiment expérimenté. Avec des clients, tu te dis, ils vont nous tomber. Situation compliquée. Et en fait, quand je mets cette intention-là, qu'en fait, j'ai autour de la table des êtres, on est tous un, si on se connecte tous à travers cette dimension plus profonde, tout va être fluide. Si c'est nos égos qui se parlent, là, ça va partir en feu. Et il y a quelque chose de magique qui se passe. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je n'ai pas besoin forcément que tout le monde mette la même intention. Je peux juste, moi, la mettre pour moi et pour les gens avec qui je vais être en contact. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc, il y a ces petits rappels dans la journée qui prennent 2 secondes. C'est juste se rappeler que y a autre chose. Il y a une dimension beaucoup plus importante qui se joue dans l'interaction humaine au travail. Il n'y a pas que ce qu'on est en train de faire, il y a au-delà. Qu'est-ce qu'on est en train de créer ensemble, il y a comment on est en train de s'impacter autant qu'être humain à travers cette relation de travail. Donc voilà, c'est des va-et-vient de la conscience, mais l'objectif, c'est de rester le plus proche possible, le plus constant possible sur cette constance un peu plus élevée et plus éveillée. C'est extraordinaire ce que tu dis, parce que justement, on a tendance, à travers l'ego, comme tu l'as bien mentionné, de penser que c'est nous qui faisons. C'est nous qui gérons tout, qui décidons tout. Et ça me rappelle un verset du Coran que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Et ça, c'est très subtil, en fait. C'est-à-dire que en plein guerre ou en plein, je sais pas, session de chasse, tu décides de toucher une cible. C'est toi qui as pris la décision, c'est toi qui as mené l'action, c'est toi qui as pris l'archer et tu vas tirer. Mais au fait, toucher l'archer, c'est pas toi. Toucher la cible, c'est pas toi qui le fait. C'est-à-dire, toi, tu as mené tout le process. Et si tu es aidé par cette puissance supérieure qui fait que tout se fait de manière harmonieuse, et tu vas toucher ta cible. Si tu n'es pas connecté et que tu te dis non, ça va être moi, je connais très bien, je maîtrise, ça peut aller à côté et t'auras rien gagné. Donc appliquer à des réunions justement ou à des enjeux importants, tout de suite ça crée un espace de possibilités et ça ouvre le potentiel de manière extraordinaire. Et ça ne peut être que magique. En réalité, parce que quand on sort d'une réunion et qu'on se dit waouh, j'aurais jamais imaginé que ça se passe comme ça, c'est pas nous. Exactement. Parce que nos petites capacités, c'est exactement ce qu'on avait imaginé, allait vraiment pas permettre de convaincre cette personne ou en tout cas cette institution ou quoi que ce soit. Alors ça m'amène à te poser la question par rapport à des situations compliquées, à des situations même d'échec. Comment ces croyances, comment cette prise de conscience permet de les dépasser ou en tout cas de les gérer de manière plus sereine, parce que les dirigeants sont malheureusement, c'est leur quotidien quelque part de gérer des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Et ce n'est pas toujours évident de se maîtriser et de se dire allez, je prends une bonne respiration et je vais voir le bout. Pour moi, la première chose, c'est que j'ai le sentiment que l'échec est difficile à vivre quand on est convaincu que c'est nous qui faisons. Et donc forcément, si je m'approprie l'action, je vais m'approprier le résultat et je vais m'identifier à l'échec.
Donc, pour moi, franchement, le premier truc, c'est à partir du moment où j'essaie tout le temps, autant que possible, d'être dans cette conscience de quelque part, je suis un instrument. Je fais avec, mais c'est pas forcément. C'est pas moi qui fais tout, c'est pas moi qui décide. Et puis, il y a tellement de situations dans lesquelles la vie te montre que c'est tellement pas toi que ça y est, Zama, tu peux pas te mentir longtemps. Donc, une fois que. Enfin, j'ai cette conviction que c'est pas moi, vraiment, c'est un sabab et puis derrière, le résultat ne m'appartient pas. Ça veut pas dire que l'échec n'a pas un goût amer. Ça veut juste dire que je l'accepte. Zama, j'ai jamais. Je pense dire ça de manière avec conviction. En même temps, j'essaie de te le dire et j'essaie de visualiser est-ce que c'est 100% vrai. Je pense que c'est vraiment vrai. J'ai jamais refusé un échec. J'ai toujours accepté l'échec comme étant ok, c'est ce qui devait arriver, c'est ok. Parfois c'est difficile parce que c'est amer, tu as beaucoup travaillé sur quelque chose ou tu as perdu un gros deal ou là il s'est passé. Mais pour moi, vraiment, parce que tant que tu le reste ne peut pas nous appartenir. Tu vois. Après, la deuxième chose, c'est que je sais aussi que dans toutes les situations, que ce soit d'échec ou autre, mais souvent c'est les situations d'échec qui sont porteuses de plein de choses à apprendre sur nous-mêmes. Dans la vie entrepreneuriale, souvent, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on crée, ce qu'on gère, ce qu'on génère comme argent, etc. Mais en fait, c'est une aventure où l'entreprise est en transformation, mais moi, autant que personne, je suis en transformation. Donc, il y a forcément plein de choses qui arrivent dans cette aventure entrepreneuriale qui n'arrivent que parce que ça a un sens par rapport à ma propre transformation en tant que personne. Et les échecs en font partie. Donc, ce que j'essaie à chaque fois, c'est une fois que tu as dose la pilule, l'amertume de la pilule, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que j'avais à apprendre là-dessus, déjà pour moi. Peut-être que j'ai peut-être mal géré une situation, ou là, je sais pas. Et il y a aussi du learning par rapport à la boîte. Ok, on a pris cette direction, peut-être c'est plutôt là, vers ça où il faut aller. Et ce qui facilite les choses pour moi, c'est que mes associés sont dans exactement le même état d'esprit. Donc, on n'a pas de prise de tête parce que ça n'a pas marché. Tout de suite, on est non, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on pourrait changer de braquet. Tous, on est animés par la même foi. Donc, les difficultés ne créent pas de vrais problèmes. Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette situation, c'est quand je ne comprends pas. Ok, ça n'a pas marché et tout, et je ne vois pas pourquoi. Et là, j'ai vraiment besoin de faire appel à nouveau cette dimension de foi importante, c'est de dire, moi je ne sais pas, et juste j'ai cette prière de Yalbi, ftahli basirti au bon moment. Donc je reste dans la disponibilité de Radiben. Même si maintenant je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché, mais d'abet ben. Et ça ne manque pas. Vraiment, les choses... Ça se fait d'une manière hyper naturelle. Donc, c'est pas la peine de faire des situations. Souvent, il faut plus poser des questions. Pour moi, c'est poser des questions un peu plus à l'univers que chercher forcément à trouver les réponses là, maintenant. Quand ça vient pas, c'est que c'est pas le moment. Quand tu ouvres la question, quand tu poses la question, c'est que pour moi, c'est-à-dire que je dis à l'univers, je suis prête à accueillir la réponse, à comprendre et à peut-être prendre un autre chemin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de changer complètement de chemin, c'est-à-dire d'arrêter un business, d'arrêter un deal avec de grosses conséquences, on va dire, financières ou économiques, que sais-je, et de changer complètement et d'avancer sur autre chose, et que c'est cette chose-là finalement qui devient le waouh. Bah oui. On l'a fait. On l'a fait. C'est mon mari, mon associé, qui a une terminologie, lui, qui a un passé de trader, qui appelle ça couper la pause. Il me dit, ça y est, quand c'est pas ça, tu le sais,
ton intuition et facts and intuition te disent les deux que c'est bon, tu coupes la pause et tu n'y penses plus et tu passes à autre chose. Donc oui, on a démarré pas un, mais 2-3 business qui n'ont pas marché et on a mis de l'argent. Et il y a autre chose, c'est le rapport à l'argent. Oui. Le rapport à l'argent. On n'est pas riche, on n'a pas de patrimoine, donc quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, avant d'être entrepreneur, on était salarié, on gagnait très bien notre vie, mais on avait zéro patrimoine, zéro héritage, zéro patrimoine. Donc pour se lancer dans l'entrepreneuriat au Maroc, c'est pas évident parce qu'il faut quand même mettre de l'argent sur. Donc tout l'entrepreneuriat qu'on on l'a fait de manière hyper progressive. On commence très petit, ça commence à générer de l'argent, on réinvestit dedans, ça, sur les 3 dernières années, on a pu avoir des investisseurs, on a pu. La banque, c'est encore plus récent que ça, c'est il y a à peine quelques mois. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais donc voilà. Et le rapport qu'on a toujours eu à l'argent et qu'on a aujourd'hui, c'est que il n'y a aucun attachement. Quand tu as mis l'argent dans un projet, que ce soit Diana, on a aussi mis de l'argent dans d'autres projets portés par d'autres entrepreneurs. Mlouel, tu pars du principe que si ça ne marche pas, là, c'est pas grave. L'argent est parti. Pas quand tu prêtes à quelqu'un. Oui. Si tu lui prêtes, il faut accepter à la base que peut-être qu'il me réagit, c'est pas grave. Donc, il y a aussi ce côté-là. Je pense que ce rapport à l'argent fait qu'on accepte plus facilement l'échec. Donc, on a accepté de perdre de l'argent. Forcément, dans les 3 aventures entrepreneuriales qui n'ont pas marché, on a perdu de l'argent. Mais c'est pas grave. C'est même accepté. Oui, voilà. Mais est-ce que justement, c'est ça, c'est-à-dire c'est le prix à payer pour une leçon qui souvent est quand même assez, qui rapporte beaucoup plus par la suite parce qu'on ne refait plus les mêmes erreurs, justement parce qu'on voit ça comme voilà, j'ai payé le prix d'apprendre d'une situation, de pas faire confiance à tel secteur ou de pas faire confiance à tel type de personne ou de pas faire confiance de ce genre de choses. Écoute, pour moi, ça se résume dans vraiment l'adage de il faut accepter de perdre pour gagner. On ne gagne pas d'abord. On perd forcément. C'est-à-dire, on commence par donner. Et on investit, au fait. On investit. C'est pas de la perte. Exactement. Tu investis parce que même, là, par exemple, on a fait énormément... Quand tu commences, tu grandis progressivement. Là, on recrute facilement. On fait confiance aux gens très facilement et plutôt à dire, OK, on va donner la chance assez facilement aux uns aux autres. Pas 10 000 filtres, on teste. Donc forcément, on a eu des mauvaises surprises en termes de recrutement. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent quand on se plante de recrutement. Mais là aussi, on s'est dit, c'est pas grave. On a eu des discussions là-dessus, mais est-ce que du coup, il faut faire vachement plus gaffe et tout ou du coup, tu mets 6 mois avant de décider de recruter quelqu'un. On s'est dit, bah non. Ça a aussi un coût de ne pas décider. Ça a aussi un coût de ne pas prendre le risque de tester. Tout à fait. Donc, on a eu cette réflexion. On s'est dit, non, notre ADN, c'est de faire confiance, d'expérimenter. Et puis, l'échec fait partie de l'aventure et c'est ce qui nous fait grandir. Donc, il n'y a pas de problème. Soraya, j'ai envie, je ne sais pas pourquoi ça me revient depuis tout à l'heure que tu parles. Tu gères cette association, tu es présidente de l'association EVH qui est pas très connue, on va dire, aujourd'hui, mais qui a des valeurs qui sont assez extraordinaires. C'est un rassemblement quelque part de dirigeants et qui travaillent ensemble sur leur conscience dans leur business. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus et comment cette démarche aide aujourd'hui des dirigeants à prendre des bonnes décisions, à avancer dans leurs affaires et les résultats qui se créent à travers ce rassemblement, parce que je la connais à peu près, donc je sais qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent, mais je pense que nos auditeurs seraient intéressés à savoir. Alors, donc, comme je te disais au début, moi j'étais dirigeante très tôt, et du coup j'ai pas eu vraiment de rôle modèle de dirigeant. Voilà, donc j'ai longtemps cherché des associations de dirigeants pour pouvoir apprendre auprès d'autres dirigeants comment manager, comment gérer plein de situations. Toutes les situations étaient nouvelles pour moi. Donc,
J'en ai testé quelques-unes, ça n'a jamais autant fité parce que ça restait beaucoup trop dans la tête, dans des concepts qui sont très bien. Mais dès que la dimension intérieure, la question de la conscience, de l'être, finalement cette dimension spirituelle était totalement déconnectée. Donc, alors que pour moi, les deux vont forcément ensemble. Et pur hasard, j'avais un échange avec quelqu'un un jour qui m'a dit, tiens, il faut absolument que tu ailles dans un séminaire d'une association EVH. Je lui ai fait confiance, je suis partie. Et en effet, j'ai vécu un séminaire extraordinaire. En fait, dans EVH, c'est une association de dirigeants qui se reconnaissent. Donc elle est internationale. Internationale. Elle n'a pas vocation à avoir plein de gens ou à grandir. C'est pas du tout ce type de rayonnement. L'objectif de cette association, c'est de créer des cercles, des petits cercles de co-développement de dirigeants. Le point commun entre ces dirigeants-là, c'est qu'ils sont mus par des valeurs humanistes, c'est la première chose, par une quête de sens dans leur vie et dans leur travail, et qui sont profondément conscients qu'ils ont besoin de travailler sur eux-mêmes, de se transformer intérieurement pour pouvoir transformer leur entreprise et avoir de l'impact positif sur leurs collaborateurs, sur l'entreprise, sur la société. Donc, qui portent cette responsabilité. Donc, en fait, c'est un co-développement qui est à l'intersection entre le business, les sujets, disons, de préoccupation de dirigeants, et la dimension intime du dirigeant, personnelle, émotionnelle, spirituelle. Donc, c'est vraiment, on traite cette intersection-là. Et c'est du co-développement, ça veut dire que pendant nos séminaires, c'est animé par un coach qui a été formé à une méthode précise qui permet aux dirigeants qui viennent avec un cas qui les préoccupe, ça leur permet de pouvoir aller très en profondeur et vraiment aller chercher les racines de qu'est-ce qu'il y a derrière cette problématique. Ça peut être une problématique à première vue purement professionnelle, et en fait quand on creuse, on se rend compte qu'il y a plus d'imbrications qui sont aussi personnelles. Et les autres dirigeants vont avoir un regard bienveillant, être en résonance avec cette personne qui expose son cas, en confiance. Il y a un enjeu de confidentialité qui est énorme dans ces cercles-là. Donc, on se fait confiance, on est dans un safe space. Et par résonance, la personne qui a exposé son cas arrive à y voir beaucoup plus clair, à trouver ses propres solutions. Donc, personne n'est là pour donner des conseils. On est vraiment là juste pour donner des cadeaux et pour raisonner avec la personne et l'aider à trouver ses propres réponses. Quand je l'ai expérimenté, j'ai trouvé juste que c'était extraordinaire. En plus, j'y allais avec un gros cas. Ça faisait des mois que j'en avais gros sur le cœur. C'est mon premier cas de licenciement. J'avais très, très mal vécu. Et voilà, et ça m'avait énormément aidée. Donc, puis, il y a un an, on m'a proposé de prendre un peu la suite au Maroc. J'ai dit oui... uniquement parce que je veux que ça continue à marcher, à être là, même si j'ai beaucoup d'autres choses. Et j'étais pas sûre que j'allais vraiment arriver à porter l'association, mais pour moi, c'est tellement important que ce genre d'association existe. Et je vois aussi qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui assument le fait qu'ils veulent diriger en conscience. Et qu'ils ne veulent plus être dans cette espèce de schizophrénie à afficher un visage dans l'entreprise et puis il y a ce qu'ils sont chez eux. Et c'est pas possible. Possible. Donc chercher cette conciliation entre les deux est vital aujourd'hui pour plein de dirigeants. C'est aussi ce que tu fais à travers ton podcast et c'est magnifique. Merci. Oh. Mon Dieu. Bon, écoute, ça passe trop vite et c'est juste extraordinaire cet échange avec toi. Merci, vraiment. S'il y avait un héritage ou on va dire un message profond qui vient du cœur justement que tu aimerais partager avec nos auditeurs, ça serait quoi? Un message qui vient du cœur. C'est un message qui va peut-être rejoindre quelque chose qui à la fois me chagrine parce que ce que je constate et du coup que j'aimerais tellement que ça se transforme dans l'entreprise. Ce qui me chagrine, c'est de voir autant de personnes malheureuses dans le monde de l'entreprise.
parce que quand tu poses la question, la réponse c'est que c'est toxique. Jamais tu vas avoir la réponse, enfin jamais, très rarement, de « Ah, c'est dur, travailler dur, il y a trop de boulot, c'est trop difficile, etc. » La réponse qui revient le plus souvent, c'est toxique, je me sens pas bien. Et en fait, c'est la qualité des interactions humaines dans l'entreprise. Et du coup, pour moi, un cri du cœur, c'est qu'il est absolument vital. Pour moi, un des principaux rôles du dirigeant, au-delà de la performance, c'est de faire en sorte de se préoccuper vraiment de quel environnement humain est proposé au sein de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui parlent de valeurs et tout, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Parce que ce que je constate souvent, c'est qu'il y a peu de confiance entre les gens. Du coup, il y a c'est vraiment... les gens s'en veulent parce qu'ils prêtent à son collaborateur telle intention. Ils se disent, en fait, il a dit ça parce qu'il m'aime pas. Et des espèces de... Et ça devient des marasmes de mauvaises vibrations et ça affecte tout le monde. Du coup, pour moi, c'est vraiment se préoccuper de ça. Aussi le répéter, c'est-à-dire c'est comme, tu vois, Anna, je me souviens, maman, on est 4 enfants, et maman, le truc dont je me souviens toujours, c'est à chaque fois nous disait تحنوا بيناتكم. Et c'est presque ça que j'ai envie de dire aux collaborateurs. Vous êtes là, vous êtes tous là, vous passez beaucoup de temps, vous avez envie que les 8 heures que vous passez ensemble, que vous soyez bien. Tu vois, c'est beaucoup lié à la relation. On peut mettre des baby-foot, on peut vous donner des abonnements à la salle de sport. Mais si la relation n'est pas qualitative entre les gens, ils vont jamais être bien dedans. Je ne sais pas jusqu'où la responsabilité du dirigeant peut aller, où son action peut aller, mais au moins que ce soit une préoccupation sincère du dirigeant. Voilà. Alors oui, je vais abonder dans ton sens et je vais rappeler un principe simple, quelque part, qui revient souvent dans le développement personnel ou même dans le développement tout court. C'est qu'on impacte notre environnement parce qu'on est. C'est-à-dire, tu l'as bien exprimé tout à l'heure, à travers justement cette conscience, cette intention, et le fait d'incarner soi-même des valeurs qu'on a envie de voir, de voir prospérer quelque part dans notre entourage. On dit bien aussi, soyez le changement, c'est des phrases que les gens répètent et qui sont contents de sortir dans des conférences, des choses comme ça. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, mais ça va au-delà. C'est-à-dire, c'est pas juste des mots, c'est effectivement, on a ce pouvoir, on a cette puissance, on est des êtres très très puissants, et on a cette puissance de pouvoir, à travers ce que nous on est, ce qu'on croit et ce qu'on transmet à travers notre comportement au quotidien, avoir énormément d'impact sur tout notre environnement, que ça soit familial, professionnel ou dans nos entreprises. Et si ça ne fit pas, si les vibes ne sont pas alignés, s'ils correspondent pas, cet environnement va soit changer, soit disparaître. Donc, et c'est ça que peut-être les gens doivent garder vraiment en tête, c'est que avoir conscience de ça ne veut pas dire aller essayer de convaincre de quoi que ce soit, mais plus incarner. Donc incarner et y croire. Il y a beaucoup, le travail qu'on fait de manière subtile à travers l'intention, à travers le fait juste d'être, est clairement beaucoup plus puissant que tous les mots qu'on peut dire, ça c'est sûr. Et puis l'exemplarité, c'est-à-dire quand on le voit, quand vous avez un patron exemplaire justement sur ces aspects humains, et ça crée vraiment un écosystème autour de lui qui fonctionne avec cette manière d'être. Tu sais, tu parles d'exemplarité et j'aimerais rajouter un point là-dessus. Pour moi aussi, peut-être un message aux dirigeants, c'est... Et pour moi, l'exemplarité, elle est dans la sincérité de l'intention, dans nos actes et dans
dans ce qu'on est, on incarne, c'est très difficile d'être parfait et de dire je vais être un patron qui va jamais dire un mot de travers, ou là qui va jamais s'énerver, ou là qui va jamais rush to wrong decision, ou là quelque chose comme ça. Pour moi, c'est vraiment avoir cette intention. Tu vois, un patron qui est conscient, il est conscient de son humanité, et donc de son imperfection, et que de la même manière que ses collaborateurs ils ont chacun ses défauts, ses imperfections, et en même temps chacun animé par la même, quelque part, force divine qui nous anime tous. Donc tout le monde est capable du meilleur, mais aussi on est sujet à nos imperfections. Quand on apprend ça, du coup on arrive à être beaucoup plus tolérant par rapport à ce que les erreurs ou les fautes qui peuvent être commises, plutôt les erreurs. Et je me dis même, c'est pas la peine autant que dirigeant de se mettre trop de pression, de dire attends, j'ai un masque quelque part d'exemplarité que je dois incarner, parce que je dis c'est ça mes valeurs, et du coup je vais jamais engueuler personne. Pour moi ça c'est faux, et c'est pas authentique. Par contre, ce qui est important dans l'exemplarité, c'est de montrer que oui, c'est mes valeurs là. Et à ce moment-là, j'ai peut-être ou là j'ai dit quelque chose de blessant là, mais derrière, quand j'en prends conscience, je vais voir la personne, patron pas patron, je m'excuse, je lui dis je suis sincèrement désolée, ça a dû te blesser, là c'est pas ce que je voulais dire, le message que je voulais te faire passer, c'est ça. Tu vois, oui, en fait tu as très très bien fait d'aller au-delà du terme exemplarité, mais effectivement, même dans ce que je voulais dire, l'exemplarité, c'est aussi d'accepter ses vulnérabilités et de les montrer, parce que les gens ils sont beaucoup plus sensibles limite à nos failles qu'à nos forces. Parce que avoir des forces en tant que dirigeant, c'est à la limite, c'est normal. On ne serait pas là sinon si on n'avait pas des forces. Mais avoir des failles et être humain, comme tu l'as bien dit, et justement la meilleure exemplarité qu'on peut avoir, c'est comment on gère ça. Comment on gère cette faiblesse? Comment on gère ces moments où nous aussi, on peut s'énerver ou sortir de ses gants ou prendre une mauvaise décision? Et c'est ça, en fait, ce dont les gens ils ont besoin. Donc, pas juste garder tout le temps cette image de perfectionniste. Donc, exemplaire ne veut pas dire, parfait, mais veut dire être entier, être soi, et donner le bon, ce qui n'est pas simple, parce qu'il faut s'exposer. Exactement. Mais voilà, mais je pense que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, il y a de plus en plus de dirigeants qui vont vers cet état de conscience et qui adoptent cette façon d'être. C'est pas ceux les plus médiatisés, mais il y en a de plus en plus, et aussi au Maroc, et je pense qu'ils feront tous un passage. Je l'espère. Pour moi, c'est le sens de l'histoire. L'histoire va vers ça. Donc, il y a une élévation des consciences, donc forcément. Bon, écoute, Soraya, merci infiniment. Vraiment, c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi et de se connaître encore mieux. Et j'aimerais quand même qu'on finisse sur un livre ou une phrase qui te revient tout le temps dans ton quotidien, ou un livre de base sur lequel tu vas toujours aller chercher quelque chose dedans. C'est quoi pour laisser quelque chose de toi à nos auditeurs? C'est plutôt juste une petite phrase qu'un de mes maîtres m'avait dit. Un jour, je me posais vraiment la question, je m'intéressais à ce truc d'écouter l'intuition, écouter le cœur, comment on fait et tout. Donc je vais le voir et je lui dis comment on écoute le cœur. Il me regarde, mais vraiment intensément, et puis il me dit comment on apprend à écouter le cœur? Il me dit tu apprends à écouter le cœur en écoutant le cœur. Et là il me sourit. Et en fait après j'ai réalisé, je l'ai vraiment pratiqué. Et en fait, c'était hyper vrai et juste. Il n'y a aucune complexité. C'est hyper simple. C'est juste dans l'oreille.
Et à travers cette écoute du cœur, ça, c'est l'écoute de cette guidance intérieure qui peut m'aider, moi, et puis chacun a sa propre guidance intérieure, à naviguer dans mon quotidien, qu'il soit professionnel, familial ou autre. Donc il y a juste ce petit truc-là, c'est toujours revenir à écouter le cœur. Écoutez le cœur et je vous dis à la prochaine. Et merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Soraya. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de CEO Enlightenment. Dans ce voyage, à travers l'expérience et la conscience des dirigeants, une vérité s'impose. Le leadership éclairé ne se mesure pas seulement en résultats, mais en alignement avec soi, avec les autres et avec le monde. Chaque décision, chaque choix est une opportunité de grandir, de transmettre et d'inspirer. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si nos discussions font écho en vous, alors abonnez-vous, partagez cet épisode et rejoignez-nous pour la prochaine conversation sur CEO Enlightenment.